Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour vos nouvelles échappées belles. Aujourd'hui on va vivre un voyage exceptionnel en France puisque je vais vous emmener découvrir les Pyrénées avec mon ami Jacob qui est là. Les Pyrénées, vous le savez, c'est une chaîne de montagnes qui va de l'Atlantique à la Méditerranée, 500 km de paysages absolument magnifiques. Et si j'ai décidé de partir avec Jacob, c'est parce que c'est sans doute le meilleur guide pour une telle aventure, puisqu'il a vécu dans une cabane de berger pendant 7 mois, une expérience de vie absolument exceptionnelle, seul au milieu des montagnes. C'est une bonne idée ce petit tour en kayak avant de partir à l'aventure, hein. C'est plutôt cool pour commencer ce voyage. On va avoir un petit avant-goût là, il y a des rapides qui arrivent. Ça va être un peu plus sportif. J'espère qu'on va pas se retourner. Ouais, non, t'es un homme d'aventure. Moins que toi, mais un petit peu. Mais si, ça va aller. Aie confiance. Bon, je te suis, Jacob. Yes. Allez, c'est parti. C'est cool. C'est trop bien! Alors vous le savez peut-être, en France, nous sommes de plus en plus nombreux à dire qu'on veut se reconnecter avec la nature. Eh bien, ce qui est génial avec Jacob, c'est qu'on va voir comment cela est possible, les obstacles à surmonter et en même temps à quel point ça peut rendre heureux de vivre en lien avec les grands espaces. Alors, paré pour l'aventure, paré Jacob? Prêt? C'est parti! Dans les Pyrénées, des hommes et des femmes ont trouvé leur équilibre. L'objectif, c'est de produire plus de richesse directement sur ma ferme pour avoir à moins consommer à l'extérieur, pour passer plus de temps avec ma famille. En osmose avec la nature. Ce qui me plaît autant dans ces montagnes, elles ont un caractère vraiment préservé, extrêmement sauvage et à la fois accessible. Et c'est sans doute ça les sentiments qui me touchent le plus dans ces montagnes pyrénéennes. De nouveaux modes de vie. Toi, ta passion, c'est de cueillir des plantes sauvages, c'est ça alors? Je dirais même que c'est ma vie. Tu vois, ça c'est un lichen éverni du prunelier. Comme nourriture de subsistance, quand on est en rando, c'est pas mal. Bon, on va manger? Allez, on va manger. Qui inspire toutes les générations. Tu sais déjà ce que tu vas faire plus tard, toi? Oui, éleveur de chevaux de Mérez et de brebis tarasconnaises. Ce que j'aime bien chez les scouts, c'est qu'on peut dormir en tente. Quand il pleut, on entend des bruits. Et moi, ça me fait ressentir que je suis en train de vivre dans la nature. Ismaël Khelifa et Jacob Carou partagent l'aventure ultime. Ah, ça y est, on voit l'observatoire du Pic du Midi là. On a un alignement de planètes qui est fantastique ce soir et vous êtes en plus sur le vaisseau des étoiles pour en profiter. En symbiose avec notre environnement. La nature a cette capacité à te déconnecter complètement du temps qui passe, quoi. Quand on a de la joie dans ces voies-là, c'est de la joie, mais elle nous explose au visage. Dans ces moments-là, on vit vraiment des instants d'éternité. Bah, t'as fait quand même un sacré travail parce que, vu d'ici, elle est impeccable cette cabane. Bien joué, Jacob. Ouais. Bien joué à toi surtout. Nickel. Bienvenue dans les Pyrénées ariégeoises. Ça y est, on est arrivé à Toulouse. Et c'est quoi le programme alors maintenant, Jacob? Alors ce que je te propose, c'est qu'on va poser les kayaks et après on va aller faire quelques courses, prendre quelques victuailles pour les prochains jours. Bah, écoute, ça marche, c'est un bon programme ça. Et je suis sûr qu'il y a plein de produits locaux en plus. Je suis content de venir à Toulouse, ça faisait très longtemps que j'étais pas venu dans cette ville et j'adore son ambiance, tu vois, avec ses petites briquettes roses, tout ça, je trouve que c'est très chouette. Ça me rappelle aussi le début de mon aventure. En fait, j'avais fait depuis Brest à Toulouse en bus pour venir jusqu'à ici et après pouvoir partir dans les Pyrénées. Donc en quelque sorte, pour toi, Toulouse, c'était un peu la dernière étape urbaine avant d'aller te mettre au vert. Tu avais quoi, 23, 24 ans? 23 ans quand j'ai commencé, ouais. Juste avec mon sac à dos, juste avec pas grand-chose. Et c'est un dernier avant-goût de civilisation, de voir encore beaucoup de gens, de voir de la foule, avant de partir dans la grande aventure aussi. La place du Capitole, ça c'est vraiment ici que bat le cœur de Toulouse, hein.
Et tu vois, je lisais dans un guide avant d'arriver que cette place, elle date quand même de la fin du XIIe siècle. Donc, ils ont utilisé les petites briquettes roses parce qu'il y avait beaucoup de terre argileuse dans le coin. Et en lisant ça, je me suis dit finalement, ils ont fait avec ce que la nature leur offrait. C'est un peu la philosophie, je trouve, de ce que tu as essayé de réaliser en allant vivre dans ta petite cabane de berger en montagne. Tout à fait, ouais. Mais j'ai fait exactement la même chose. En fait, j'ai aussi pris de l'argile que j'ai creusée sur place. J'ai pris aussi du bois de la forêt, tout ce qui était vraiment local pour refaire rénover cette cabane-là. Je voulais vraiment avoir une sorte d'indépendance. C'est aussi pour ça que j'ai voulu te rencontrer, tu vois. Ok, chouette. Bah, du coup, on va découvrir ça ensemble. Je vais pas avoir trop froid. On je suis un peu frileux, moi. J'ai installé un poêle, donc ça devrait aller. Bon, génial. Il y a des huîtres là-bas, je pense que c'est pas mal. Ça va bien se conserver. Non, on pourrait prendre du saucisson, la viande sèche, ça va bien se conserver ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez des saucissons locales là? Oui, j'ai Port Nord de Bigorre, si vous voulez, à 1 heure d'ici, du côté de Tarbes. Vous voulez le goûter? Ah bah avec grand plaisir. Et regardez monsieur. Hop, merci. Merci. Merci beaucoup. Hop. Oh, c'est bon. Et ce porc noir de Bigorre, c'est vraiment une spécialité des Pyrénées alors? Oui, en fait, c'est un porc qui est élevé en plein air. Il mange que des céréales et des châtaignes. Et il a une très belle vie, courte, mais il a une très belle vie. Bon, on va aller dans les Pyrénées après, c'est déjà un avant-goût. Hein. J'espère juste que nous, on aura une vie, plus longue. Belle vie, mais longue. Voilà, plus longue. Je vous le souhaite aussi. Et voici monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. On prend un peu de fromage avec tout ça? Ouais, ça sera pas mal. Oh, regarde comme c'est beau ça. Bonjour. Bonjour madame. On cherche du fromage pour partir un peu en rando. Oui. Est-ce que vous avez du fromage d'ici? Oui, le plus près c'est l'Ariège, notamment en vache. On c'est a là un où on va, ça fromage tombe du bien. coin qui s'appelle le Betmal. Benmal, ouais, ça me parle. C'est Ouais. le fromage le plus connu de la région, plus ou moins fort suivant ce que vous aimez. Si vous voulez que ça sente ou pas dans votre sac à dos. Alors? Moi je voudrais bien le Betmal. Betmal Le ouais. Betmal? Allez, ça Allez. marche, très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont de vraiment typique ces fromages? Le terroir des Pyrénées, c'est très différent. Déjà, on a des plus petites montagnes, donc les vaches, elles montent moins haut. Et l'affinage en cave est très différent et beaucoup plus court. On est une belle région à fromage. On va se régaler. 8 € alors, s'il vous plaît. Voilà, messieurs. Merci, bonne rando, Au revoir. messieurs. Merci, au revoir. C'est bon, on a toutes les victuailles pour les prochains jours. Ouais, je crois qu'on est pas mal là. Hein. Ouais. Par contre, on a oublié encore une chose, c'est une carte, parce que du coup, il faut bien qu'on s'oriente. Ok, j'adore ces moments-là, moi. C'est le moment où tu commences à imaginer ton voyage sur la carte. Alors, voyons voir ça. Faut trouver le point maintenant. Caverny, les termes. C'est pas mal ça. On va aller voir ça. On va monter après par cette route-là. Et après, la cabane, elle est ici, la cabane d'Artaran. Ah oui, là-bas, là, on voit bien sur la carte qu'il y a quand même à peu près rien autour, quoi. Il n'y a pas vraiment de village ou de ville. Bah, le village, il est de l'autre côté de la carte, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. On la prend? Ouais. Alors toi, tu sais y aller, hein, évidemment, mais moi j'aime bien, je pourrais me repérer comme ça. Et t'as écrit un livre, toi, sur tes aventures, hein. Je l'ai lu d'ailleurs. Ouais. Regarde s'il est là. Ouais, vas-y. Tiens, on va voir pas là. Et voilà, t'es là, Jacob. Ouais. Regarde. Ah, énorme. Vie sauvage, mode d'emploi, l'ermite des Pyrénées. Ah, t'es beau gosse hein, sur la photo quand même. Hein. On va être obligé d'être comme ça dans la cabane ou... Ah bah, je pense que ça va être torse nu tout le temps. C'est tenue correcte exigée. Ouais. C'est un peu froid, mais ça va aller. Jacob Carou, l'ours en finnois. Voici le patronyme qu'Antoine, de son vrai nom, a choisi d'endosser en partant vivre 6 mois dans une cabane dans les Pyrénées. À son arrivée, en mars, il n'escomptait pas trouver la neige. Il fait quoi? Il fait moins 5 degrés dehors. À l'intérieur, l'eau gèle pas encore, mais il fait quoi? 2 ou 3 degrés, quoi. Cette aventure, c'est vraiment un rêve d'enfant, je pense. Depuis tout petit, je lisais
des romans de Jack London qui partait vivre dans des grands espaces. Bon. Je m'étais renseigné sur plusieurs endroits où j'aurais pu faire cette aventure-là. En Roumanie, dans les pays de l'Est, dans le Yukon. Mais les Pyrénées, c'est un endroit qui est toujours sauvage, qui n'est pas non plus trop reculé si jamais j'avais un problème. Ce Breton, devenu ermite des Pyrénées, a voulu essayer de vivre de manière plus autonome, plus en harmonie avec la nature, en réduisant son impact carbone. Autant dire qu'un potager à 1700 mètres d'altitude, ça n'est pas forcément gagné d'avance. Début mai, il neige toujours, température négative. Là, je reviens au refuge, il n'y a personne pour m'attendre. Donc tu t'imagines me vivre dans ça pendant un mois. Au fil des saisons, il a restauré une cabane de berger, cédée par une commune de la vallée. En ce moment, je vois plein de bouffe partout. Même ça, c'est l'écorce interne et ça se mange. Bon, finalement, j'ai décidé de tout casser à l'intérieur, de casser le vieux ciment. Il bloque l'humidité à l'intérieur du mur. J'ai envie que la cabane, le refuge là, tienne pendant pas mal de temps. Le programme des prochains jours maintenant, c'est casser, casser, casser. Pour que l'expérience de l'ermitage soit complète, là-haut, Jacob n'avait accès à aucun réseau. Allez, petite douche solaire, pop, 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 ça va faire du bien. Ah, ça fait un mois. Bah, en même temps, ça fait un mois qu'il n'y avait pas eu vraiment de soleil, donc ça va faire vraiment plaisir. Pourtant, rien ne prédisposait Jacob à son épopée de Robinson. Né à Brest, il a découvert la montagne lorsqu'il était étudiant à Normal Sup à Lyon. Aujourd'hui, il est chercheur en climatologie. Et là, je veux crier autant que je veux! Il n'y a personne pour m'entendre. Certains peuvent trouver ça flippant, parce que si j'ai un problème, il n'y a personne à l'horizon pour me secourir. Mais moi, je trouve ça grisant. Savoir qu'à des kilomètres à la ronde, il n'y a pas une seule personne. Alors je ne ferai pas ça toute ma vie, c'est une expérience de quelques mois pour prendre le temps de vivre, parce qu'on se plaint qu'on n'a pas assez de temps en ville. Et là, je voulais vraiment prendre le temps avant d'avoir une famille, avant d'avoir un boulot trop prenant, avant d'être trop usé. Dans la chambre, une odeur d'amour tendre et de goudron, ça vous met la joie au cœur. Aujourd'hui, Jacob invite Ismaël dans les Pyrénées qui ont accueilli son rêve d'aventure. Je présente notre compagnon de route, c'est mon van que je suis en train d'aménager. On va voyager en van alors? Ouais. C'est génial ça. Et tu t'en sers pour arpenter les routes pour ton loisir ou tu vis dedans? Je vis dedans. Faut que j'enlève mes chaussures à l'entrée? Non, ça va. C'est bon. Bienvenue dans mon van. Comme je suis grand, là je peux me tenir debout malgré l'isolation. Oui, parce que tu mesures combien, Jacob? Moi je fais un 92. Ah oui, donc c'est une donnée à prendre en compte pour toi. Ouais. Donc, pour moi, tu vois que c'est plus simple. J'ai ici, j'ai un évier. Ouais. Avec robinet. Ah, le grand luxe. Ouais. Petite maison mobile, quoi. C'est ça. Et si c'est pas indiscret, comment tu fais pour dormir dans le lit? Parce que il est un peu petit pour toi, non? Ouais. Bah, là, il fait un 86 de bout en bout. Et comme je suis plus grand, en fait, je dors en diagonale. Ah bah voilà. Oui. Bon, du coup, on prend la route? Je te laisse conduire par contre. Ça marche. Vas-y. Allez, on y va. Ça y est, là, on commence à s'approcher des Pyrénées, Jacob. Ouais, bah on voit un petit peu les montagnes, là. Regarde, ça se dégage. Ah, c'est trop beau. Et est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend d'aller vivre dans la nature comme ça? Je pense que c'est bien d'avoir une
bonne base de connaissances. Et ça, je me suis beaucoup aidé de livres ou même aussi de forums sur Internet. Et d'ailleurs, le premier forum sur lequel je me suis inscrit, c'était un forum qui a été monté par John C. En fait, c'est une personne que j'ai jamais vue. Et là, du coup, on va le rencontrer. Il va te faire un petit cours en accéléré. Donc aujourd'hui, c'est le stage apprentissage de la vie sauvage. Exactement, ouais. Bonjour, bonjour. On ne fait que passer. Jacob, je crois qu'on est suivi. Salut! Salut! Jacob, enfin on se rencontre? Enfin, oui. Salut. Salut Ismaël. Salut Ismaël. Enchanté, ça va? Enchanté, très bien. Très bel endroit, dis donc. C'est magnifique, hein? 10 hectares d'un seul tenant. Et l'objectif, c'est de reconstituer une ferme bashkir cosaque, type 19e siècle, comme ce que possédait ma famille autrefois dans notre pays. Attends, bashkir cosaque, ça vient de quelle partie du monde, ça? Alors, ça vient du sud de la Russie, juste à l'entrée de la Sibérie. Très bien. Donc ici, c'est cet univers que tu as voulu recréer, permettre aux gens comme nous de s'immerger dans cette culture. Tout à fait. Et Jacob, tu as approché John très jeune, toi, non? Pour avoir des pistes sur la survie. Quand j'avais 13 ans. Effectivement, il était venu pour participer, apprendre des choses sur le bushcraft. Et à l'époque, moi, je ne prenais pas de mineurs. Du coup, il est parti faire un stage ailleurs et on n'a pas pu se rencontrer. Et voilà, on se rencontre enfin. Et vous parlez de bushcraft tous les deux, c'est quoi le bushcraft? Alors, le bushcraft, c'est un mot anglais. On va le traduire en français plutôt par tout ce qui est technique des vies des bois. Et aujourd'hui, c'est devenu un mouvement culturel. La plupart des personnes ont perdu les savoirs de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ouais. Et ils se tournent en fait vers le bushcraft pour réapprendre à vivre dans la nature. Bon, bah, je comprends mieux ce que je fais là parce qu'après, on doit aller vers la cabane de Jacob. Donc je pense que j'ai quelques techniques à apprendre, tu vois. Bah, je te laisse entre les mains du spécialiste. Moi, les techniques, je les connais déjà. Ouais, j'imagine. Ouais. J'espère pour toi. Et t'as toujours fait ça, toi, John, de vivre avec la nature? Ça a toujours été ton activité? Vivre avec la nature, oui, en quelque sorte, puisque que ça soit avec mes anciens ou depuis gamin, je passe mon temps en forêt. Puis après, j'ai fait des études que j'ai arrêtées pour entrer dans l'armée. Et tu recherches aujourd'hui aussi une forme d'autonomie dans ta vie? Bah, tout à fait. L'objectif, c'est de produire plus de richesse directement sur ma ferme pour avoir à moins consommer à l'extérieur, pour passer plus de temps avec ce qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire ma famille. T'entends? Là, ils sont en train d'annoncer notre arrivée, là. Ils sont des petites sentinelles. Et les oiseaux font passer le message aux autres qu'on est là? Exactement. C'est un son d'alarme. Voilà, bienvenue sur mon camp. Et ce que tu vois, c'est un tchoum, donc une hutte. C'est l'abri primitif de certaines tribus bashkirs, notamment des bashkirs qui habitaient dans les forêts. Hallucinant. Hallucinant parce que j'ai du mal à me dire qu'on peut vivre dans une hutte comme celle-ci. C'est génial. D'ailleurs, je t'invite à mettre tes chaussettes par-dessus ton pantalon. Ça va éviter d'avoir des tiques qui vont rentrer sous le pantalon. C'est pas top pour le look, mais... Non, mais au moins, ça évite... évite... contre les tiques. Exactement. Allez, on va allumer le feu. Tu le construis en tipi pour après mettre ta flamme à l'intérieur pour que ça brûle. D'accord. Le tipi, tu prends une armature, tu fais comme le tchoum. Alors maintenant, un silex et un briquet à percussion. C'est du fer qui est riche en carbone et qui permet, en tapant, de faire des étincelles. Tu vois les étincelles? Ah ouais, carrément. Bon, maintenant, il faut rajouter ce qu'on appelle un initiateur pour prendre le feu rapidement. Ça s'appelle de l'étoupe. Donc c'est du coton carbonisé et en venant taper ici, tu vas diriger les étincelles vers le coton. Voilà. Et après, génial. Tu vois? Une fois que tu as ta braise, pas de panique. Chez moi, on utilise le bouleau comme allume-feu et qui permet d'enflammer rapidement ta braise. Joli. Voilà. Ça, c'est la base. Ça a l'air tellement facile quand je te vois faire. C'est à toi de jouer. Ok. Allez, je me lance. C'est parti. Ah, tu y étais presque. Ouais.
Voilà, c'est bien. Hop, tu l'as. Souffle dessus. Voilà, bravo. Vas-y, on pose tout de suite ça là. Hop. Yes! J'ai pensé que j'y arriverais pas. Hein. Mais si, justement, dans le feu, il y a quelque chose de l'ordre de la foi. Et sinon, ça va pas marcher. Ah, je suis trop content. Ça crée un sentiment de satisfaction qui est très fort. C'est fort, hein? Ouais, vraiment. Alors maintenant, on va faire un petit couteau à partir de clous. D'accord? Donc il va falloir le monter à température. On va chauffer les 5 premiers centimètres dans les braises sans brûler ta pince. D'accord. Voilà. Hop. Alors maintenant, il nous manque l'enclume et le marteau. Et parce que c'est ce que j'allais te dire, pour forger, il faut une enclume et un marteau. Exactement. Alors l'enclume, je l'ai. Avec une pierre suffisamment plate, un bon galet, on va venir étirer le métal. C'est très gratifiant de faire ces gestes-là. C'est reposant, parce que tu prends le temps de les faire. Et ça, je pense que c'est une richesse qu'on perd aujourd'hui dans cette société. On est noyé sous l'information, noyé dans la consommation. On a le temps de rien et on n'a plus le temps de penser. Ah, on est bien chez vous quand même. Hein. Alors du coup, ce couteau, il en est où? Écoute, on s'en est pas mal sorti là, c'est celui-là? quand même, C'est je celui que t'as trouve. Ouais. Waouh. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, bravo. Mais t'as fait ça du coup toi-même? On l'a fait ensemble. Ouais. J'aurais pas été capable de faire ça tout seul, honnêtement. Par contre, j'ai réussi à allumer le feu. Et je m'en souviendrai. Tu vois, j'ai encore dans les doigts la sensation du feu, des clous, enfin voilà. C'est vraiment intégré maintenant. Super. Il n'y a plus qu'à maintenant. Ça devrait aller. Bon, c'était génial de vous rencontrer. Merci de m'avoir amené ici. Le goût pour l'aventure peut s'affirmer dès le plus jeune âge. On a dit tapis de sol. Il est là. On a la couverture. Ça, c'est pour les veillées? Oui. Allez, après ça, donc tout ça, c'est des... Du coup, mon opinel, où est-ce qu'il est? Lou a 8 ans. Elle se prépare à partir en week-end chez les éclaireurs. L'opinel, je le mets ici. Un mouvement de scoutisme laïque. Après, il y a quoi? Le doudou. Hop. J'ai commencé à faire du scout il y a 1 an. Parce que ma mère, elle en faisait et je voulais essayer. Ah, le doudou. Oui, le doudou. Ce que j'aime bien chez les scouts, c'est qu'on peut dormir en tente. Quand il pleut, on entend des bruits. Et moi, ça me fait ressentir que je suis en train de vivre dans la nature. Et ça me fait du bien. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient la possibilité de vivre ça avec d'autres gens qu'avec la famille. On se permet moins de choses, on va plus au-delà de soi en fait. Avec sa famille, Lou habite à Toulouse, à 100 km d'ici, où elle passe ses week-ends dans la montagne et où ses parents l'ont inscrite chez les scouts. Ton prénom c'est Lou. Clem, tu vas me faire un bisou quand même? On se dit au revoir? Tu t'amuses bien? Ouais? Tu t'éclates? Ok. Bon week-end. Bon week-end. Ça va être cool. Venez tous au rassemblement, ne perdez plus un seul instant, car le temps qui est perdu ne se rattrape plus. Le noir et le bleu, vous savez ce que ça représente, le noir et le bleu? Oui. Vas-y. Le bleu, ça représente le ciel. Ouais. Et le noir, en fait, parfois, la nuit, il y a, dans les forêts, il fait un petit peu noir et du coup, ça représente ces 2 couleurs. Trop bien. C'est comme ça qu'on se reconnaît, partout dans le monde. Pour faire du feu, on a besoin de quoi? Du bois. Allez, c'est parti, on va chercher du bois. Du grand. Et puis, pouah, encore du petit. Dans les yeux. Hop, 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 hop. Okay. Pas comme ça, mais comme ça. Il y a une règle importante que tu as oubliée. Un couteau, on l'utilise accroupi. Je suis en train de tailler une lame. Enfin, j'essaye de faire un truc assez pointu. On essaie de leur transmettre, oui, ce goût de l'autonomie et de l'aventure. Prendre des risques et de se sentir fort en fait et forte et donc de sentir qu'on est capable en fait et se rendre compte qu'avec peu de choses on peut faire beaucoup, ça c'est sûr. Je
Tiens, c'est ton frère? Oui. J'aime bien aussi des fois quand on va dans les tentes, c'est trop bien. Il y a plein de bruits d'animaux. Un jour, on a cru entendre le bras de Muchère. Enfin, moi, j'ai cru l'entendre. Et on a entendu le bruit de la chouette. C'était trop bien. Bonne nuit, dormez bien. Il n'y a que des personnes qui se sont levées. Là, Théo, il ronflait, mais je ne le dis pas super fort. Et Galileo aussi. Ah ben enfin, une fille qui est réveillée. Oh, salut les paresseux. Vous êtes dans la rivière du doute et vous allez devoir argumenter pourquoi vous avez choisi le côté oui ou pourquoi vous avez choisi le côté non. Écoutez bien, ici c'est non, ici c'est oui. Il est impossible d'être éco-citoyen en utilisant une voiture. Et moi je dis non, c'est possible. On peut être éco-citoyen parce que on peut faire du covoiturage. On peut faire du stop. Et comme ça, les autres, ils sont pas obligés d'acheter des voitures. Après, le gaz des voitures, quand ça sort du pot d'échappement, ça va dans l'air et après, ça fait changement climatique. Il y a des animaux qui n'arrivent plus à survivre parce qu'un coup, il fait hyper chaud et à un donné, il fait 0 degré. Il y a des chasseurs dans la montagne là-bas. Et moi, comme j'adore les animaux, je suis une grande admiratrice des animaux, donc ça me fait du mal au cœur. Ils ne sont pas là pour faire joli, ils sont là pour nous aider à faire beaucoup de choses dans la nature. Sans eux, on ne serait pas là. Je suis étonné par la précision de certains propos et de la sincérité qu'ils mettent derrière. On voit, il y en a plein qui ont des angoisses fortes parce que c'est réel en fait, la peur que ça peut générer. Mais par contre, c'est optimiste parce que c'est des gens qui plus tard prendront des décisions et agiront, quoi. Salut Nicolas. Salut. Ismaël, enchanté. Enchanté, bienvenue à Bagnères. Eh ben merci, écoute. Et voilà Jacob. Salut Jacob, ravi de te rencontrer. Ouais, partagé. Ouais. Bon, je vois que t'es un peu plus habillé que nous pour monter au pic du Midi. Hein. Ah ouais, bah là où on se rend, va falloir se couvrir un peu quand même. Hein. Ce sera pas la même température. Ouais, Jacob, il va falloir mettre une veste, je crois. Bon, ça j'ai l'habitude. Allez, on monte. Hallucinant, hein. C'est beau. Alors la légende veut, mais elle est vraie, hein. C'est qu'on peut voir du phare de Biarritz, donc côté ouest, et presque jusqu'aux prémices de la Méditerranée côté est. On a un temps magnifique en plus, donc je sais pas, peut-être qu'on pourra avoir cette chance-là. Ah ça y est, on voit l'observatoire du pic du Midi là. Oui, exactement. Il est à presque 3000 mètres d'altitude, ce qui fait qu'il domine vraiment tous les environs. T'es comment niveau vertige, Jacob? Non, ça va. Ça va? Parce que c'est pas mal là quand même. Hein. Alors si la tour Eiffel devait être construite sous nos pieds, elle nous chatouillerait les pieds. Et il y a 300 mètres Il y a plus de 300 mètres de vide en dessous de nos pieds. Waouh. Bienvenue sur le toit de la Bigorre. On est gâtés, hein. Qu'est-ce que c'est beau! On a l'impression d'être sur le toit du monde aussi. Hein. Oh mais on est sur le toit du monde, hein. En tout cas notre monde à nous. J'adore ce paysage là, quand il n'y a pas un seul arbre, c'est complètement minéral, il n'y a que du caillou. Ouais, complètement. Bah, là on est à la fois dans toute la beauté de la montagne, mais aussi dans quelque part toute son hostilité, puisqu'un paysage minéral comme ça ne se prête pas finalement à une vie humaine. Mais nous on est quand même venus s'implanter au sommet d'une de ces montagnes pour y vivre depuis 140 ans.
Qu'est-ce qui te plaît autant, toi, dans ces montagnes pyrénéennes, Nico? Alors ce qui me plaît autant dans ces montagnes, c'est cette intimité, cette discrétion qui se traduit souvent par une espèce de complexe d'infériorité par rapport au massif alpin. Oui, c'est vrai. Elles ont un caractère vraiment préservé, extrêmement sauvage et à la fois accessible. C'est sans doute ça les sentiments qui me touchent le plus dans ces montagnes pyrénéennes. C'est magique, magique cet endroit. Bienvenue dans les entrailles du vaisseau des étoiles. Là, ça fait vraiment vaisseau spatial. Hein. Ouais, on a travaillé l'ambiance hein, quand même. Il y a combien de niveaux? Il y a 3 niveaux? Alors, il y a près de 12 niveaux sur le pic. Si on les... ouais. Ça va être sympa pour se retrouver dans l'observatoire. Bon, messieurs, vous voici arrivés dans vos cabines. Voici vos clés. Merci beaucoup. Ok, c'est un peu spartiate, hein? Ah là, c'est l'ambiance studieuse. On est quand même là, une chambre de scientifique, faudrait pas trop se divertir. Ça fait un peu monastère. Là, on est dans la partie secrète de l'observatoire, non? Tu crois pas si bien dire. Ici, ce sont quelques privilégiés qui empruntent ces couloirs. J'ai l'impression qu'on est dans le bureau des légendes quand ils sont des réunions secrètes pour des opérations spéciales, tu sais. Alors là, le devoir m'interdit d'aller plus loin sur ce type d'informations. C'était la petite surprise. Oh, la petite surprise, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est petit. Hein. Voilà, bienvenue sous la coupole du plus grand télescope sur le sol français. Ah, c'est énorme. C'est tellement grand, on se demande même par où est-ce qu'on regarde. Bah oui, il est où l'œilleton là? Le grand œil du pic du Midi, le voici, c'est ce grand tube que vous voyez qui nous permet d'aller voir très loin dans le cosmos. Vraiment, c'est incroyable. Vous êtes parmi les rares personnes à venir sur cet endroit du sommet. On est très isolé. Ici, il y a une particularité, juste sous nos pieds, il y a près d'un siècle de travail pour construire un jardin botanique. On ne le voit pas au premier coup d'œil, mais quand on fait attention, on regarde que les pierres ont été agencées, on voit qu'il y a un petit passage, des petits étagements. Qu'est-ce qu'ils avaient comme type de plantes ou c'était genre des carottes et des patates ou qu'est-ce que c'était? Alors clairement c'était vraiment anecdotique la consommation de pommes de terre, de légumineuses et autres. C'était avant tout à vocation scientifique parce qu'à 3000 mètres d'altitude, faire pousser du végétal, c'est clairement de l'ordre de l'utopie scientifique. Et j'imagine que tout ce qui a été monté ici l'a été à dos d'homme et à dos d'âne et pas en téléphérique, non? Et oui, c'est ça qui est extraordinaire. Il faut se situer ici il y a 140 ans. Donc pas de téléphérique, rien du tout. Que ce soit la pierre, le métal et autres, même la terre que l'on voit ici dans ces jardins a été montée à dos d'homme et de mulet. Ah ouais, on sent bien le vide là quand même, hein? Là on a près de 700 mètres de vide en dessous de nous. Et les gars passaient là alors avec tout leur chargement. Si on regarde sur le côté, on voit des piquets avec des liens qui les relient. Ah oui, c'est vrai là. Ouais. Et ça, c'est la main courante des porteurs du pic. L'hiver, c'était 1 à 2 voyages par semaine pour continuer de ravitailler. Et alors, ils montaient, quelle que soit la météo, que ce soit tempétueux, avalancheux, ils montaient sur le sommet. Alors, petite anecdote croustillante, c'est que forcément, l'effort est tellement éprouvant que quand on arrive ici, on se croit arrivé. Et là, on tourne la tête et on voit qu'il reste encore tout ça. Et le cuisinier du pic, pour éviter le désenchantement de ces courageux porteurs, descendait avec un petit biberon de rhum pour les relancer un bon coup pour arriver au sommet de l'observatoire. Regardez, il y a un vautour là. Ouais, un vautour fauve. Mais d'ailleurs, j'en avais aussi à la cabane, je les voyais tournoyer juste au-dessus de moi, tous les jours. Et alors c'est normal qu'ils soient autour de nous, c'est qu'ils utilisent les thermiques, donc tous les vents qui sont poussés et qui montent autour de la montagne. Et si vous regardez, ils montent en faisant des grands cercles comme ça pour gagner de l'altitude. Et là, ils sont tout simplement en train de chercher leur casse-croûte. La journée pour moi se termine.
C'est le moment de vous laisser avec quelque chose que j'adore au Pic du Midi. On a un alignement de planètes qui est fantastique ce soir. Vous allez retrouver Vénus, Saturne, Jupiter, le balai des étoiles dans toute sa splendeur. Et vous êtes en plus sur le vaisseau des étoiles pour en profiter. Eh ben, bon retour chez toi. À bientôt. Salut Nico, merci. Et bonne aventure. À plus tard. Ouais, merci à toi. À bientôt. Je crois qu'on a beaucoup de chance de passer la nuit ici, Jacob. Hein. Il y a quelques privilégiés seulement qui assistent à ce beau spectacle. Ça te rappelle des sensations que tu as pu vivre dans ta cabane de berger? T'as pas eu un sentiment, un moment de coupure avec le reste du monde? Si, effectivement, il y a des moments où je me suis senti seul. Je me suis senti un peu mal aussi, un peu nostalgique de la vie que je menais auparavant. Mais c'est aussi ce que j'étais venu chercher et je l'ai vraiment vécu. Être livré à soi-même au milieu de nulle part, avec juste ta propre personne pour compagnie. Et c'est une sensation qui est assez agréable, qui est douce. La nature a cette capacité à te déconnecter complètement du temps qui passe, quoi. On apprécie grandement le temps passé ici, ensemble, et dans cette nature. Ouais, c'est vrai, on vit les choses pleinement. Bonsoir messieurs. Vous avez choisi le bon point de vue pour faire des photos. Hein. Ah ici oui, c'est formidable, oui. Et vous allez dormir à l'observatoire cette nuit ou pas? Non, on dort pas à l'observatoire. On reste jusqu'à minuit, 1h du matin, le temps de faire les photos de la Voie lactée. Et après on redescend par le sentier de Muletier jusqu'au col du Tourmalet. Vous avez quoi? Vous avez 1 heure, 2 heures de descente là? Oh, il y a à peu près 1h30. Vous montez souvent ici, faire des photos? Photos, oui, ou monter pour le plaisir de monter, faire du trek. Des fois on monte en courant quand... ah bah bien sûr, ouais. Parce que quand vous vous ennuyez un peu. Je pratique le trail, je pratique la course en montagne, donc on monte en courant, quoi. Ouais. Voilà, c'est un plaisir, La montagne c'est un plaisir. Bon bah on va vous laisser prendre vos photos. Hein. Vous allez louper le coucher de soleil si on continue de parler. Oui, attendez, Allez, allons voir les étoiles. C'est un sacré spectacle quand même. Hein. Spectacle silencieux. Et le ciel est très clair et moi je suis plus habitué, je vis en ville, à voir des ciels comme celui-ci, tu vois. Avoir autant d'étoiles qui scintillent comme ça, c'est vraiment quelque chose de rare pour moi. Si je me trompe pas, la première là c'est Jupiter. Ouais. Et à sa droite, ça doit être Saturne. Et tu vois là-bas derrière les montagnes, il y a un grand halo de lumière. Et c'est quoi ça? Ce sont les villes à ton avis? Ouais, ce sont des villes. Là on est côté espagnol, mais c'est la pollution lumineuse qui nous vient directement depuis les villes. C'est un moment très puissant. Alors moi, ce que je ferais ici, c'est je m'allongerai dans mon sac de couchage et je passerai toute la nuit à regarder la Voie lactée, les comètes et toute la vie du ciel. Ouais, c'est ce que tu faisais des fois dans ta cabane? Ouais. Plutôt l'été quand il faisait un peu meilleur. Ouais. Mais ouais, je m'allongeais dehors, j'étais plongé comme aspiré par le ciel. Ouais, t'avais vraiment la tête dans les étoiles. C'est ça. Pour le coup. Ouais. Pour moi, faire de la montagne, c'est plus qu'un loisir en fait. C'est pas le hobby, le passe-temps. C'était la recherche d'une espèce de supplément d'âme, d'une manière d'être au monde un peu différente. On est dans un monde qui a été énormément exploré. Il est difficile de risquer, il est difficile de s'engager. Et la montagne, c'est un refuge à l'aseptisation, de partir en montagne, d'aller chercher une ligne, une voie d'escalade. On vient finalement recomposer l'aventure qu'on ne retrouve plus. Quand Nicolas Bourgeois n'est pas au Pic du Midi, il cherche toujours à gravir des sommets, guidé par sa passion pour l'alpinisme, ou plutôt le pyrénéisme. Bon, c'est bon, toi, toutes tes affaires sont prêtes? Tout est chargé. Tu sais où se trouve la source, au refuge? Eh
n'y a plus le névé d'habitude là, et que maintenant il y a un lac. On ira chercher l'eau à cet endroit, je pense. J'ai grandi dans une famille où la montagne prend beaucoup de place. Je me suis construit aussi à travers l'effort physique qu'on fait en montagne. Ça m'aide à me sentir encore plus pyrénéenne et à être très attachée à mon territoire. J'ai eu besoin de partir pour mes études, mais pour mieux revenir à mes racines, quoi. Bon, le thermomètre ne se trompait pas. Ça va pas faire chaud. Non, et tu vois là, petite Non, cascade. voilà, bah c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que la cascade est un peu gelée. Bon, ça va rajouter un peu de piment. Si on peut y arriver avant la nuit, ça sera bien. On va tout faire pour. Pour moi, c'est un des endroits où on va commencer à avoir le charme du massif de Gavarnie. C'est qu'on est dans du calcaire d'altitude. Et ce qui est grandiose, c'est que l'eau a vraiment fait son travail. Et on voit toute l'érosion. Il y a des cannelures, des fissures, des trous. Il y a des grottes dans tous les sens. C'est vachement joli quand même. On va peut-être passer par en bas. Quand on fait de la montagne, on se retrouve à pouvoir marcher pendant des heures, des jours. Et là, d'un coup, on a l'impression de reconnecter avec une espèce d'héritage d'ADN. On voit que le corps, il tient le coup. Et on sent qu'on a comme une espèce d'héritage génétique de nos très lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs. Alors si c'est pas forcément scientifiquement vrai, moi, cette idée, elle me plaît. C'est magique. C'est classe. Allons-y. On vient replacer du sacré dans les montagnes. On est une génération où il y a quand même une perte de sens, de valeur qu'on inscrit dans les choses, dans nos actes, dans nos métiers. Quand on les regarde, c'est ni plus ni moins qu'un immense amoncellement d'éléments inertes. Et là, ça devient nos cathédrales, ça devient nos mosquées, ça devient vraiment des refuges pour une dimension sacrée, quoi. Eh ben, il fait vraiment pas chaud dans ce refuge. J'avoue que j'aime bien aussi un peu plus de confort de temps en temps. Mais voilà, de revenir à des moments simples, ça permet aussi de savoir profiter de tout ce qu'on vit et essayer d'être le moins matérialiste possible dans une vie aussi remplie que la nôtre, quoi. Ah bon, au final, tu prends le côté. Et tu prends mes coussins aussi. Ça va? Comment tu te sens? Je me sens bien. Ça grimpe bien, c'est joli. Il n'y a rien de dur. Le caillou est beau. Voilà pourquoi on aime grimper. C'est ces lignes de fuite là, c'est magnifique. On a l'impression que ça a été dessiné pour être grimpé.
ce que j'aime aussi beaucoup quand on est dans une ligne, pour moi c'est une espèce d'analogie de la vie, c'est-à-dire quand on va faire un choix, prendre telle prise au lieu d'une autre, prendre une direction au lieu d'une autre, il y a tout de suite une conséquence directe. Toujours aussi beau. Magnifique. Nous, nouvelle génération, on est hyper inquiets de notre impact, de tout ce qui va être le changement climatique. Et ici, quand on en revient à grimper, on pose une main, on lève un pied. Quand on a peur, on a réellement peur. Quand on a de la joie dans ces voies-là, c'est de la joie, mais elle nous explose au visage. Dans ces moments-là, on vit vraiment des instants d'éternité. T'as dormi? Eh ben pas du tout. Et toi? Pas terrible non plus, mais je pense que c'est l'altitude. Tu entends les bruits de la station qui craquent à certains moments, des bruits du vent, des bruits de machines aussi. Enfin, j'avais vraiment la sensation d'être, pour le coup, dans une base spatiale, tu vois, d'être très très loin du monde, alors que la civilisation elle est juste en bas finalement. À mon avis, il va sortir juste en face de nous là sur les sommets. Ça y est, ça s'éclaire là aussi, tu vois. Alors ça c'est un choc là pour moi. Ouais. Ah ouais, vraiment là je suis bluffé, qu'est-ce que c'est beau. On voit un peu de neige là-bas au fond. C'est le cercle de Caverny. Le soleil n'a pas réchauffé l'atmosphère. Non mais le café va le faire. Ouais. C'est vrai que quand tu vois ce décor, ça donne vraiment pas du tout envie de redescendre. Bon, au moins après en bas il fera un peu meilleur. Possible, ouais. Mais c'est clair. C'est vrai que ça m'a fait grand plaisir de découvrir cet endroit. J'étais jamais venu. Et c'est une bonne occasion de le faire ici avec toi. Bah écoute, c'était cool, hein. Vraiment. Pour moi, c'était un incontournable. Ouais. Il fallait vraiment venir là. T'as du thé, Jacob? Non, il y a des plantes sauvages. Ah ok, donc toi tu fais le thé ou la tisane avec ce que tu trouves à portée de main. C'est ça, et là en l'occurrence ce sont des orties, je pense que tu connais. Il y a aussi une petite astuce, c'est que les poils urticants sont sur la feuille du dessus, donc si tu les prends par dessous, tu te piques pas. Bah, j'aurais bien aimé savoir ça quand j'étais petit parce que j'allais beaucoup à la campagne chez mes grands-parents et je m'en suis fait des piqûres d'ortie. Hein. Tout ça en fait je l'ai appris grâce à une amie qui s'appelle Hildegarde. Elle m'a appris toutes les bases pour cueillir les plantes dans la nature. Tu vas la rencontrer, comme ça toi aussi tu pourras à ton tour pouvoir reconnaître les plantes sauvages. Hey, coucou les gars! Ah salut, ça va? Ça va et vous? Bonjour! Présente Ismaël, bonjour. Hildegarde. Salut! Salut Hildegarde, enchanté! Salut Ismaël, enchanté. Joli prénom. Hein. Merci, joli prénom Ismaël. Merci. Et donc ouais, c'est Hildegarde qui m'a fait découvrir toutes les plantes sauvages. Donc c'était en 2014. En 2014. En 2014, on s'est rencontrés. Ouais. Et ça fait un bail. Ouais. Ouais. Toi, ta passion, c'est de cueillir des plantes sauvages, c'est ça alors? Je dirais même que c'est ma vie presque. Puisque ma passion, j'aime les cueillir, les cuisiner, les utiliser de différentes façons. Et on va cuisiner après? Ah oui. Je vais vous emmener voir une chef cuistot qui a un très bon restaurant dans le coin. Ouais. Et on va lui amener notre cueillette. Et puis elle, avec son génie culinaire, elle va nous préparer quelque chose. Ça va te plaire. Waouh, c'est trop bien. C'est un bon programme, ça. Bon, je vais vous laisser vous connecter aux plantes. Et moi, je vais la bricoler un peu dans le fourgon. Ouais, tu vas aller faire la sieste, c'est ça? Un petit peu. Je te connais, hein? J'avoue, je vais faire une petite sieste. Qu'est-ce que c'est joli ici. Ouais. T'as vu les petits crocus là, comme c'est beau? Magnifique. C'est les plantes violettes là, c'est ça, les fleurs violettes? Les petites plantes violettes, c'est crocus safran. Je vois plein de trucs à manger. Déjà, j'ai faim. Il y a de la berce, il y a du plantain. C'est deux plantes qui sont parfaitement comestibles, qui sont très abondantes, donc on va pouvoir se permettre de les récolter. Vas-y, frotte-le. Donc tu vois, c'est important de sentir
À quoi ça te fait penser? Bah Parce moi, que... ça me fait penser, tu vois, ma grand-mère faisait souvent des soupes avec des poireaux. Et ça me fait penser aux parties vertes des poireaux, tu sais, quand tu les enlèves. Ouais, c'est vrai. Il y a une odeur comme ça. Moi, en fait, ça me fait penser aux champignons. Tu vois, on n'a pas la même référence. C'est pour ça que c'est important de se fabriquer sa propre bibliothèque d'odeurs quand on découvre les plantes. Il faut sentir, toucher. On ne mange pas cru les plantes qu'on ramasse dans la nature au ras du sol. Il peut y avoir des déjections d'animaux, j'imagine, ou des choses comme ça. Voilà, Ok, on ramasse le plantain. Allez. On a vu de la berce tout à l'heure. Ah, voilà, tiens, regarde. Waouh! Ah, c'est très puissant. Et c'est vrai qu'il y a une odeur de carotte, je trouve. Oui. Bah voilà, on a une jolie collecte là. Impeccable. Viens, je vais te montrer quelque chose que j'aime beaucoup. Alors là, tu vois, ça, c'est un lichen éverni du prunelier. Il est blanchâtre dessous, verdâtre grisâtre dessus. Comme nourriture de subsistance, quand on est en rando, c'est pas mal. Ça remplace les pâtes. On peut donc manger des lichens. Alors, il y a beaucoup de lichens qui sont comestibles. On ne va manger que celui-ci parce que c'est le plus abondant. On va en récolter quelques-uns parce que je pense que ça va beaucoup plaire à Mélanie. C'est un petit goût iodé, poivré. Je suis curieux de voir ce que Mélanie va cuisiner avec tout ça. Moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle cuisine à des produits du terroir. Et là, lui apporter les plantes sauvages du terroir, plus ces produits qu'elle a, elle, le mélange des deux, ça va être... Ah ouais. Ouais. C'est cool. J'ai hâte. Moi aussi. J'ai faim maintenant, j'ai faim. Bonjour Mélanie. Bonjour. Tu vas bien? Salut Mélanie. Ismaël, enchanté. Mélanie, Hello. bonjour. Jacob. Bon. Alors, on t'a ramené plein de petites choses de la cueillette ce matin. Donc on a ici de la berce. Ok. Petite plante de la famille des carottes. Ok. Voilà. D'accord. Ouais, petit goût anisé. Là, on a du plantain. Ouais, plus pelouse quoi. On a des lichens qu'on a ramassés sur un pommier. Sur un pommier. Ouais. Ok, ouais, je connais pas du tout. Ça fait un peu corail, d'accord. Ouais. Ça marche. On sent que ça travaille déjà dans ta tête. Ouais, ça m'inspire pas mal, ouais. Donc ça nous met un peu la pression pour la cuisine quand on sera tous les deux dans la cabane. Hein. Non, on va prendre des cours et on va faire encore mieux. Ouais, parce que nous on était plus partis sur un bout de fromage, un bout de saucisson et dodo. Quoi. On est deux excellents cuisiniers. Et bien nous, on va aller se promener dans le jardin. On va peut-être regarder ce qu'on peut trouver. Ouais, les membres déco, des choses comme ça. Voilà. Et ben allez, c'est parti. Ouais, tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, par quoi on attaque? Donc en fait, on va centrer notre recette autour d'un risotto de pommes de terre. Donc c'est le même principe qu'un risotto, sauf qu'il faut tailler la pomme de terre en grains de riz. Fais attention à tes doigts. Voilà. Je t'ai vu rigoler, Mélanie. C'est rigolo. Vas-y, oui. Continue. C'est très bien. On va agrémenter notre risotto avec les grandes berces. Alors le lichen, grande découverte, on va le blanchir et voir comment ça réagit. On goûtera et on ajustera en fonction. Ah, je crois qu'on est bon sur les plantains. Ouais, tu peux les égoutter. Tout de suite dans les glaçons, là, ça va garder la chlorophylle. On goûte? Allez, on y va. Ça, c'est la berce. Là, ça fait vraiment ressortir le côté fenouillé. Ah, c'est hallucinant. On a vraiment l'impression de manger du fenouil. Ouais, là, c'est très anisé. Donc, on va hacher la berce pour la mettre dans notre risotto. Tu vois, je me demandais si cuisiner avec des plantes sauvages, ça allait pas être un peu austère. Et je trouve qu'en fait, tu crées une cuisine qui a du goût, qui est joyeuse, qui est riche aussi. Ouais, c'est riche, c'est joyeux parce que c'est un peu une découverte pour moi aussi. Donc, du coup, je m'amuse aussi à la découverte de cette recette. Voilà. Oh là là. Ça va être pas mal, ça, je pense. Ah ouais. Made in Pyrénées. C'est ça. Ouais, t'as vu des choses? Ouais. Une que j'aime beaucoup. Ouais. Je sais pas si tu connais. Ça, c'est un yucca. Ouais, d'accord, ok. Et la fleur, elle est comestible. On va en prendre 2 ou 3, pas plus. Ça sert à rien d'en prendre de trop. D'accord. Voilà. Allez. Donc là, on retrouve bien la texture coraillée. C'est vraiment la pièce... Déco. Déco croquant. On va le saler, on va faire un petit peu comme une chips en fait. Pas trop. Ça va les amis? Ouais. Oui, ça a l'air bien bon. Nous, on vous a trouvé ça, c'est des fleurs de yucca. Ouais.
Tu t'attendais à voir ça à l'arrivée, Hildegarde? Non, pas du tout, je suis admirative. J'adore son génie culinaire. Et le lichen. Bravo Hildegarde, belle idée. Hop, petit jus de carcasse de pigeon réduit. Voilà, terminé. Bravo. Bon, on va manger? Allez, on va manger. Eh bien, à table. Allez. C'est vachement sucré la fleur de yucca, j'aime bien. Et le lichen, ça passe bien aussi. Hein. Ouais, ça passe très bien. Ça se marie bien, pigeon plantain. Il faut donner aussi un nom à ce plat. Un pigeon en pleine nature. Alors, tu le mettrais à ta carte, ce plat, ou pas? Ouais, c'est quelque chose que je peux proposer en suggestion. Complètement, ouais. Bon travail, Hildegarde. Bien joué. Merci à vous. Jacob, l'entremetteur. Cuisine. Merci pour ton aide. Hein. Bah, de rien. Beau travail d'équipe. Bah ouais, je suis fier moi, de ce qu'on a fait, sincèrement. C'est top. C'est le moment le plus calme de la journée. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise. C'est très doux. Voilà, ça démarre. Super. Là, au fur et à mesure, il y a le gueulard qui va donner de la voix. Tu as ce bruit qui est caractéristique de ces fours. Ça gronde. J'ai l'impression d'avoir un dragon. Depuis un an, Tulipe, la boulangère, charrie des stères de bois pour donner vie à son four à pain. Avoir un four à bois, je trouvais que ça avait beaucoup de sens ici, étant donné qu'il y a des forêts, que je voulais que tout soit local. Il y a 45 ans, les bûcherons, comme les agriculteurs, amenaient le blé au boulanger. Et nous, c'était aussi très important d'être autonome, d'être dans cette lignée de ce patrimoine. La mise à feu est très émouvante pour moi parce que je sais que c'est le démarrage du futur pain qui va être dedans et aussi du résultat de notre journée de production. Donc j'espère que ça se passera bien. Pendant 3h30, le four va monter à 240 degrés et pendant 3h30, Tulipe va alimenter le feu. Les flammes, elle les a domptées suite à une reconversion professionnelle. Cette Parisienne concevait les vitrines des enseignes de luxe. C'était très dur pour moi de continuer. J'avais besoin de donner du sens. Pour moi, c'est vraiment un engagement par rapport à la terre. Coucou Julie. Coucou Léna. Ça va? Coucou Mathilde. Oui, ça va bien. Ok, ça c'est la fougasse. Donc ça c'est un peu compliqué parce qu'elle est, tu vois, ouh. Tulipe partage son savoir-faire avec la jeunesse. Et là, on est prêt à enfourner. Mathilde arrive de Poitiers. Elle est volontaire en Erasmus rural, un service civique pour redynamiser les villages. Au revoir Philippe. Au revoir. Indemnisée 450 € par mois, Mathilde va passer un semestre à Saint-Bertrand de Comminges. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Tu ramènes ton pain à la maison? Oui, après je vais descendre au potager. Patouiller, façonner les boules de pain. C'est un engagement autour de l'alimentation et comment on fait pour prendre un peu la main en fait sur ce qu'on mange.
Retrouver cette autonomie-là et retrouver ces engagements-là, je pense que c'est essentiel. Salut. Et voilà, coucou. ça va? Oui. Et toi? Du coup, là, on peut ramasser toutes les courgettes. On va ramasser toutes les courgettes et on va ramasser tout ce qu'on peut parce que ça a gelé. Ok. Ici, ils sont 2 jeunes en service civique. Rémi vient de Grenoble. Pendant la cuisson du pain, il travaille au potager communal. Je suis charpentier. Après un accident de travail, j'ai décidé que je voulais faire une pause pour découvrir autre chose. Faire un Erasmus rural permet aussi un peu de sensibiliser les gens de mon âge au tout ce qu'on peut faire et vivre dans le milieu rural. Et personnellement, je me sens beaucoup mieux dans ce rythme-là. Avant le Fournil de Tulipes, il y a bien eu une boulangerie dans le village. Mais il y a 45 ans, elle a fermé, comme la supérette et tous les ateliers d'artisans. Salut. Salut les jeunes. Oh, belle récolte. Et vu le poids, posez-le et asseyez-vous. Ils arrivent chez nous, les jeunes, ils participent à la vie du village. Et ça, c'est hyper important pour nous. Il y a une époque où c'est qu'on désertait ce village. Aujourd'hui, on essaye de le renvahir. Et ça, c'est bien pour nous parce que bon, la vie du village, c'est important. Et donc, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, quoi. Celui-là, il est OK. Si Tulipes a rejoint les Pyrénées, c'est parce que l'Occitanie détient un trésor. Des semences paysannes. Des blés millénaires épargnés par les pesticides et les modifications génétiques que les agriculteurs et les meuniers travaillent localement. Petite épaule. Les seigles, noix et raisins, c'est ceux-là. Celui-ci. Derrière le comptoir, Léna est la volontaire en service civique de l'année dernière. Après son Erasmus rural, elle n'est pas repartie en Ardèche. Désormais salariée au Fournil, elle s'est installée ici. On réapprend aussi à vivre en fonction de ce qui est produit localement, en fonction des saisons et donc de l'approvisionnement en matières premières que l'on a. C'est de la fougasse sucrée. Une boulangerie comme ça peut effectivement créer l'autonomie collective parce que du coup, on ne peut pas tout produire seul. Celui-ci? Le Fournil est le premier commerce de proximité à rouvrir ses portes aux 250 habitants de Saint-Bertrand-de-Comminges. Ce sera tout? Oui. Voilà, C'est encore un nouveau paysage là, Jacob. Le plateau de Bailly, c'est encore un environnement encore différent. C'est marrant parce que là, c'est la première fois que je prends la route pour y monter. Ouais. Avant, j'y allais à pied. Il y a 1000 mètres de dénivelé, je crois. Ah, 1000 mètres quand même. Je mettais 5 heures pour descendre, 6 heures pour monter. Donc t'avais pas intérêt à oublier le sel quand t'allais faire tes courses, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de diversité dans ces Pyrénées. Quand on monte, on va arriver dans les conifères et quand on sera au sommet, il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura que de la bruyère ou des herbes, le gispette, l'herbe endémique des Pyrénées. Bon, maintenant j'ai quand même très envie de la voir cette cabane, parce que depuis le temps qu'on en parle, il est temps d'y arriver. Ouais, c'est vrai qu'on en parle depuis le début et là tu vas enfin pouvoir la découvrir. En fait, j'étais pendant plusieurs mois tout seul, mais j'ai aussi rencontré des gens formidables. D'ailleurs, j'ai une amie qui est là-bas, qui s'appelle Isabelle. Ouais. Et, tu vas la rencontrer, tu vas voir, elle est juste géniale. Enfin, c'était la meilleure voisine qu'on pourrait avoir, même au milieu de nulle part. Alors le Jacob. Ça va? Écoute, ça fait 3 ans. 3 ans. Et bonjour. Bonjour, Ismaël, enchanté. Ouais, ok, Isabelle. Voilà. Salut Isabelle. Ça fait plaisir de revenir ici. Ça te donne le sourire de retrouver Jacob, dis donc. Ah bah ouais, on a passé quelques belles soirées. Ouais, nous étions voisins.
Ouais. Nathan, Pas très loin. Jacob, elle est où ta cabane par rapport à ce village nordique? Elle est par là-bas, elle est à genre 30 minutes de marche. Donc c'est ça qui est pratique aussi. Si je me blessais, je pouvais toujours venir ici si jamais j'avais un problème. Et dans ces yourtes, dans ces tipis, tu accueilles des touristes pendant les saisons, Isabelle, c'est ça? Alors l'hiver, avec de la raquette, de l'igloo, du chien de traîneau, du traîneau à cheval. Et l'été, il se trouve qu'on est sur le GR10. Attends, est-ce que le GR10, c'est pas ce sentier qui va de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée en passant par les Pyrénées, c'est celui-là? Et ça passe ici. Donc si je comprends bien, Jacob, il fait croire qu'il a été tout seul au monde dans une cabane, mais il a passé son temps dans ses yourtes. Je me rappelle, j'ai pris une douche ici quand même. Ah oui, ouais, ça va. En 4 mois. Ça fait du bien quand même. Ouais. Une douche chaude en 7 mois. Ah ouais, une douche en 7 mois. Ça fait vraiment rêver. On a rendez-vous avec Yves et ses juments. Il est éleveur de mérins, les fameux chevaux de l'Ariège. D'accord. Donc il faut qu'on y aille. Vous êtes prêts? Bah nous on est prêts, hein. Ouais. Je crois que c'est bon. Bon, je prends on a mon les sac sacs, et on le y va. pique-nique, tout ce qu'il faut. Ok. Là on a une belle couleur d'automne, c'est juste magnifique. Je suis content d'enfin le voir, moi, ce plateau. Ouais, moi aussi ça fait plaisir de le revoir. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a amené ici, Isabelle? Alors, ce qui m'a amené ici, c'est le plateau de Beille, parce que c'est un site géologique remarquable. On pense, il y a 10 millions d'années, que le paysage était tout plat, avant que les vallées ne soient creusées. Le plateau de Beille est la preuve que les Pyrénées ont déjà été complètement aplanies. Donc si j'ai bien compris, il y a eu le mouvement des plaques tectoniques et une première fois les Pyrénées se sont levées. Ensuite, par le travail de l'érosion du temps, tout cela s'est aplani, est descendu en altitude et par d'autres mouvements tectoniques, les montagnes se sont relevées, c'est ça? C'est en tout cas l'état des connaissances d'aujourd'hui. À l'échelle de l'évolution humaine, ce qui est sûr, c'est que nos ancêtres ont sûrement vu autre chose que nous aujourd'hui. Et que nous, on a une chaîne qui est très active et qui est en train de se soulever probablement très très vite à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que dans quelques millions d'années, il se peut qu'on ait des espèces d'Everest ici? Rendez-vous dans 10 millions d'années. Ok, je prends le rendez-vous. Bon, on va voir les chevaux. Allez, allons-y. Il faut qu'on retrouve Yves et ses juments. Comment tu fais pour les trouver? Parce que là, on part sur un chemin, tu sais où ils sont ou comment ça se passe? Eh ben, on a de la chance parce que Yves, il a mis des cloches à ses juments pour pouvoir les retrouver dans le brouillard. Ça, c'est rare, non? Quand même. Allez, vedette, allez. Allez. Ah, il y a Evan. Voilà, c'est Evan, le petit-fils de Yves. Et bonjour. Et bonjour. Ça va? Et vous? Eh bien, ma foi, ça va. Bon, on vient de trouver les juments, alors ça va. Ouais. Tu devrais pas être à l'école, toi, Evan? Non, c'est samedi. C'est samedi, ah oui. J'ai l'impression qu'il a un peu séché l'école pour venir avec papy s'occuper des chevaux, ce petit, non? Mais c'est normal, c'est sa passion. Voilà. Ça doit vous faire plaisir d'emmener le petit garçon? Ça me fait très plaisir. Ça me fait pas plaisir, mais ça me fait très très plaisir. Voilà. Nos mérins transhument depuis la nuit des temps sur nos estives et en complémentarité avec nos troupeaux de brebis tarasconnaises ou de vaches gasconnes. Sur l'ensemble de nos Pyrénées, ce sont nos troupeaux qui font en sorte que le milieu soit ouvert et puis qu'il puisse être fréquenté ensuite l'été par des vacanciers. Ces chevaux, ils sont en semi-liberté d'une certaine façon. Pas en semi-liberté, ils sont en liberté totale. On vient les voir régulièrement au cas où il y a des blessures, des accidents, enfin on ne sait jamais. Hein. Et après, vous les rentrez le temps de l'hiver? Et voilà, dans la vallée. Ouais. Salut, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu, ça va et toi? Bon. Je trouve quand on les voit arriver là, tous ce troupeau noir, comme ça dans les plaines, ça fait quelque chose de puissant quand même. Hein. Ils sont à la fois puissants et élégants et ils ont un très bon caractère. Finalement, ils ont toutes les qualités, nos chevaux de mérins. Mais Yves, il est marrant parce que quand il va faire une blague, il a la moustache qui frise. Oh non, et j'ai senti qu'il allait dire, ils ont toutes ces qualités comme les gens d'ici. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon vivre en Ariège. Hein. Allez, venez. C'est super, Evan, de partager ça avec toi et ton papy. Hein. Oui, que c'est sympa de venir, il y a un joli paysage. Et puis voir tous ces chevaux qui se déplacent. C'est bien. Donc tu sais déjà ce que tu vas faire plus tard, toi? Oui, éleveur de chevaux de mérins et de brebis tarasconnaises. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça, Evan.
Tu montes un peu à cheval ou pas? Avant, je montais et maintenant, j'en fais plus. Ah, pourquoi? Parce que je préfère le rugby. Ah ouais, t'as toute la culture du coin, toi. Hein? Oui. Le cheval, la montagne, le rugby. Oui. Et c'est sympa parce que tu partages beaucoup avec ton papy, alors? Oui, tout le temps, on se suit. Tout le temps, on est ensemble. C'est parti. Ah, ça c'est le bon moment, ça. Oh, mais je t'avais dit, surtout ne cuisine pas. Hein. Non, j'ai fait ça à la pointe du jour ce matin. Oui. Tiens, nous on a des timbales. Attends, c'est plus un pique-nique, c'est un festin là. Et là nous avons le pâté de Laurence, tu vois. Ah, c'est du pâté de cheval de Mérins? Non. C'est une super idée. Voilà, qui en veut? Un coup d'engraviès. Bon, on finit de casser la croûte, parce qu'après il y a du chemin jusqu'à la cabane. Hein. Allez. C'est le meilleur des repas, ça, Evan. Hein. Bon, ça c'est sûr, c'est mieux que la cantine. Tu m'étonnes. Donc là, tu vois, simplement, du coup, elle alerte, elle aboie, du coup, pour signaler notre présence et pour nous dire qu'en gros, il ne faut pas approcher plus parce qu'il y a les brebis. Là, elle se recale juste devant ses brebis pour bien nous signifier qu'en gros, là, c'est son territoire. Il faut imaginer qu'un troupeau, c'est un territoire mobile pour un chien de protection. Sur cet alpage, Ilyes n'est pas berger. Spécialiste des patous, il observe leur comportement face aux humains et aux autres chiens. Le patou, ce chien des Pyrénées a un instinct de protection inné, parmi les plus acérés de toutes les races. Il l'a acquis à travers des millénaires de sélection génétique. Et ici, depuis l'Antiquité, les bergers travaillent avec. Là, on voit que sur ces aboiements, les brebis, de toute façon, naturellement, en fait, elles vont se rassembler. Comme Ilyes, ils sont 5 experts à arpenter la chaîne des Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée, pour s'assurer que l'instinct des patous s'y développe de manière optimale. La première chose que je regarde quand j'arrive en estive chez le patou, c'est où est-ce qu'il se trouve par rapport au troupeau. Et ensuite, moi, je joue le rôle de l'intrus et du coup, je pousse un peu les chiens pour pouvoir lire leur caractère au mieux. Là, ce qu'on voit du coup à nouveau, c'est qu'on n'a pas un chien agressif en face de nous. On a un chien qui est impressionnant. Une fois qu'il voit qu'on n'est pas un danger, finalement, elle retourne à ses brebis. Ainsi, Ilyes veille sur 170 chiens qu'il visite plusieurs fois par an avec leur berger. Comment ça s'est passé avec le patou, toi, cette saison? Franchement, ça s'est bien passé, quoi, à part ces problèmes d'excitation. Ouais, qui sont les mêmes finalement qu'au départ, parce que je suis déjà venu en début. C'est un problème de maturité qu'elle a. C'est ça. Ah oui, bon, après, comme je te dis, hein, c'est une grande ado. C'est ça. Ça va se calmer. Dans l'hiver, normalement, elle va passer un cap. Ouais, Quand les brebis sont vraiment très habituées au patou, t'as une complicité qui arrive à se créer entre les deux, quoi. Qui est vraiment magique, je trouve. Tu peux trouver le patou couché des brebis avec la tête posée sur le patou, qui fait que tu as vraiment une symbiose qui s'est créée un peu, une relation de confiance vraiment. Au Moyen-Âge, le patou gardait les châteaux forts. Et à la cour de Versailles, il faisait la gloire de Louis XIV. Les premiers écrits datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une description du chien de protection qui doit être de taille égale aux brebis, avec un pelage blanc de préférence pour que le berger puisse repérer que ce n'est pas un prédateur, mais aussi pour que les brebis s'habituent à lui plus facilement. C'est ce qui a permis aussi le développement des vaches et notamment la tradition de transhumance. Cette histoire, Ilyes l'a fait sienne. Il a grandi à Montreuil, en région parisienne, avant de faire des études de philosophie à Toulouse et de se former au pastoralisme. C'est une activité humaine en fait qui est première à la montagne et qui est toujours utile.
Les randonneurs, les touristes, l'hiver, l'été, à toute saison peuvent profiter de la montagne, c'est bien parce que aussi le pastoralisme existe. Dans les vallées, il veille aussi sur les chiens. Il fait le suivi des chiots qu'il a introduits dans les fermes auprès des éleveurs, comme Yann. Comment ça va? Bien, bien. Voir un petit peu comment ça évolue. Pour Maï, on est assez à 1 an du coup. Et bien ouais, il fera 1 an cet hiver. Et mon nez, ça va mon nez? Et content de te voir. Yann, l'éleveur, fait de la reproduction avec ses patous. Eh bien mon nez, viens là, viens. Ces chiots naîtront sur la ferme, au cœur de l'hiver. Les chiens aujourd'hui qui vont naître sur la ferme vont partir aux 4 coins de la France. C'est vrai qu'on a des demandes croissantes sur tous les territoires français, déjà parce que le loup est présent aujourd'hui, je pense, dans plus d'une trentaine de départements. Donc ces chiens-là ont vocation en fait à faire peur. Peur aux grands prédateurs comme le loup, comme l'ours, puisque les populations se développent, mais aussi à leurs homologues, c'est-à-dire aux autres chiens. Les brebis, elles ont peur, c'est leur instinct, des carnivores, donc des chiens. Donc quand les gens se promènent, c'est pas que leur chien est méchant, c'est que forcément il fait peur aux brebis. C'est comme ça, c'est des lois de la nature. Le but du patou, c'est qu'il fasse peur et qu'il soit pas méchant. Là, on est donc dans la bergerie et c'est vraiment la niche du chien. Et les chiots que mon est fait, systématiquement, elle est faite sous cette mangeoire. Il y a 2-3 ans, il y a une anecdote qui est rigolote, c'est qu'en fait, la chienne, elle a attendu qu'on descende le troupeau pour mettre bas, pour faire les chiots au milieu des brebis dans la bergerie. Les chiots, pendant les premiers mois de leur vie, donc tous les moments où les sens s'éveillent, paf, ils ouvrent les yeux, ils voient des moutons, ils commencent à entendre, ils entendent des moutons, ils commencent à sentir, ils sentent des moutons, des moutons, des moutons, des moutons, mais le copain des chiots, ça devient des moutons. Le chien rappelle que l'humain, justement, n'est pas au centre de la montagne. Quand on est à la montagne, de toute façon, on est dans un milieu qui est hostile. Et le travailler avec les chiens, c'est un allié de taille, parce que lui, finalement, est beaucoup plus adapté à tout cet environnement qui est hostile. La cabane. L'antre à Jacob. Ça me fait bizarre de revenir ici. Et tu sais qu'en plus, j'avais fini mon aventure fin octobre. Et là, on revient à quasiment la même saison. Et je redécouvre un peu la suite de l'aventure, tu vois. C'est... Ouah. Ça fait bizarre. Bah, t'as fait quand même un sacré travail parce que, vu d'ici, elle est impeccable cette cabane. Ouais. Très bien rénovée. On pourrait s'installer dedans sans trop de soucis. Hein. La porte est ouverte, hein. La première partie est accessible à tous les randonneurs qui veulent s'y installer. Et puis après, on va découvrir la deuxième partie où Jacob a habité. Ah, c'est émouvant d'être là, c'est cool. On va voir? Ouais, allez. Voilà. Voilà. Alors c'était ça ton antre. J'ai du mal à croire que j'ai vécu ici pendant 7 mois. Je serais très sincèrement incapable de faire ça. 7 mois dans cette petite casemate, tout seul. Mais tu sais, moi au début, quand je suis arrivé, je ne savais pas forcément tout faire. Et j'ai appris en cours de route, en essayant. Toi, les enduits que j'ai refait, j'ai jamais vraiment trop fait ça. Et je faisais des essais, et comme ça, petit à petit, que ça s'est construit ou rénové. Et j'imagine que pour les gens d'ici, ça devait être un peu étonnant de voir un jeune revenir réparer une cabane comme ça. Ah, complètement. C'était
comment dire, un peu miraculeux. Moi qui passe toute l'année devant cette cabane qui était à moitié abandonnée, et tout d'un coup, ce jeune qui débarque de nulle part, qui se donne comme mission de la rénover, moi personnellement ça me touche beaucoup et ça me donne beaucoup d'espoir sur la jeunesse d'aujourd'hui, ce retour un peu à la nature, à des choses simples. Il y a un truc qui m'étonnera quand même toujours avec Jacob, c'est qu'il fait 1m92 et il se fait toujours des lits de 1m50. C'est pareil dans son van, il aime dormir les pieds dehors. Et c'est la première fois que tu es aussi grand, voire plus grand que Jacob. C'est ça, mais je l'ai fait exprès. Il y a une marche par terre et voilà, merci de le faire remarquer. Ça rééquilibre un petit peu. Merci de me rappeler que je suis beaucoup plus petit que Jacob. Attention, on baisse la tête. Bien les gars, je vais vous laisser. Ouais. Je te fais un gros bisou parce que on s'est pas vu depuis longtemps. Par contre, on tâche de se revoir avant 3 ans. Pas de soucis. Je compte sur toi. Merci. Attention, t'as la pression là. Salut Isabelle. À bientôt. Salut. À bientôt, merci pour tout. Avec plaisir. On a un peu de travail pour s'installer? Ouais, on y va? Ouais. Allez, go. Allez, mission numéro 1, aller chercher de l'eau. Ouais, parce qu'il fait soif. C'est vrai qu'on a le sentiment d'être vraiment coupé du monde ici. Ça fait une bonne trotte pour aller chercher un peu d'eau quand même à chaque fois. Ouais, t'imagines ça, aller quasiment tous les jours, après tu économises. Je comprends que tu sois affûté à la fin. T'as toujours bu l'eau de cette source pendant ton aventure, Jacob? Ouais, et directement comme ça, au tout début, je suis tombé malade. Ah bah super, merci Jacob. D'amener ici. On va la purifier, on va la faire bouillir. Mais c'est bien d'entendre ça parce que jusqu'à présent, moi j'avais l'impression que c'était la petite maison dans la prairie, ton aventure. Mais il y a quand même des galères, non? Les premiers mois ont été très difficiles. L'adaptation au milieu, le froid, la neige, le fait de tomber malade, la fatigue aussi. Et au début, c'était un vrai calvaire, non, vraiment quoi. J'ai pensé plusieurs fois à partir. Et je suis quand même resté parce que j'avais envie de continuer cette aventure et que je savais que ça allait s'améliorer. Je me rappelle, le premier mois, j'avais perdu 10 kilos. Ah ouais. Et petit à petit, mon corps s'est adapté à tout cet environnement. On va faire plutôt un feu à l'extérieur. Ouais. Et ça, tu peux mettre le bois ici. Allez, j'ai essayé de faire ce que John m'a montré, donc il faut faire un petit tipi, c'est ça avant? Ouais. Là, c'est du genévrier qui est bien sec. C'est un bois qui est un peu dur, mais là, il est super. T'as vu, là, c'est super calme. Ouais, c'est vrai. Et ça que j'aime bien, c'est vraiment se poser, prendre le temps de faire les choses doucement, avec les éléments qui sont autour de toi. Revenir à des choses hyper simples, genre faire du feu. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas enflammer les mousses qui sont à ta droite. Ok. Et ça, quand ça va prendre feu, ça va aller très très vite. Ok. Allez, je m'occupe de ça, moi. Allez. C'est pas mal, je sens bien là. Ouais, super. Voilà, maintenant je vais souffler. Sinon, une astuce pour souffler, tu pinces un tout petit peu les lèvres. Comme ça, le conduit est un peu plus réduit et ça va avoir plus d'impact. Ah oui, comme ça? Ouais. Ouais, là, super. Voilà, comme ça. Ah oui, ça marche. Sauf pas trop quand même, parce qu'après ça va me cramer à la barbe. Bien joué, Jacob. Ouais. Bien joué à toi surtout. Nickel. Ah, puis ça réchauffe tout de suite là. Et là maintenant, on va pouvoir profiter. Du coup là, je t'ai ramené de la farine. Ouais. On va faire des chapatis. C'est quoi ça, des chapatis? Chapatis, ce sont des galettes de farine de ce que tu veux. C'est du pain sans levure. À l'origine, je crois que c'est indien. D'accord, super. Si tu veux, tu peux couper quelques tranches de saucisson et de fromage déjà. Le bon saucisson de Bigorre.
Il a faire du bien celui-là. Allez, tiens. Merci. Waouh. J'ai l'impression qu'il est encore meilleur que qu'on avait goûté au marché. Ah ouais, c'est le meilleur saucisson du monde là. Je peux te faire une petite confidence, Jacob? Vas-y. Quand je t'ai rencontré, je me suis demandé qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme de 27 ans comme toi, qui fait une thèse, tu as fait l'école normale sup, choisir ce mode de vie-là. Bah écoute, je vais t'apprendre simplement que c'est ce qui me correspond et que c'est là où je me sens vraiment bien. Je me sens à ma place et j'ai essayé d'autres modes de vie, à vivre de différentes façons avec des gens, plutôt dans les villes. Et c'est ici que je me sens le mieux en fait, tout simplement. Là, j'ai vraiment compris ce que c'était. On a juste fait un feu, on est allé chercher de l'eau et il n'y a pas un moment où j'ai eu envie de regarder mon smartphone, de voir les notifications que j'avais reçues. J'étais concentré sur ce qu'on a fait, j'ai l'impression que j'ai une journée très remplie. On les fait cuire sur la pierre au bord du feu alors? Ouais. Les chapatis? C'est le top. Waouh, par contre, s'en approcher du feu. Ça chauffe, hein? Et vive la vie. Et vive la vie. Salut Jacob! Ouais, ça va? Ça va? Ouais, bien dormi? Ouais, et toi? Ouais, nickel. Bon, t'as vu la météo, c'est pas génial, hein? Ouais, bah c'est très brumeux, hein. Ouais, ça, des paysages comme ça, j'en avais souvent. Genre, tu vois pas le soleil de la journée et tu vois pas à 20 mètres devant toi. Ouais, puis c'est la montagne. C'est la montagne. Ça sent bon le café, dis donc, ici. En effet. Bah écoute, j'arrive. Allez, Ok, il y a même du pain, des tartines, c'est royal au bar, ça. Allez, viens goûter ça. Ah, qu'est-ce qui fait bon ici, dis donc? Mais il est efficace, ce petit poêle. Ouais, il est super. Bah, surtout qu'au début, j'ai fait les 3/4 de l'aventure avec une vieille cheminée, on voit encore la trace. Et à la fin de la rénovation, bah, la mairie a mené ce petit poêle et ça fait une bonne différence par rapport à avant. Hein. Ah oui, c'est clair. Mais j'ai l'impression que dans cette aventure, t'as été quand même beaucoup aidé par les gens d'ici. Au début, j'étais très seul parce qu'il faisait encore très froid, il y avait encore la neige et tout ça. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à faire des choses dans la cabane à rénover, les gens ont eu davantage confiance en moi, j'imagine. Et comme c'est leur cabane, et en fait, ils sont venus aussi m'apporter notamment le poêle, des matériaux, des choses comme ça. Et Daniel, qui est devenu aussi un ami, il vient aussi toujours entretenir la cabane pour lui donner vie. Et ça, c'est merveilleux. Bon bah Jacob, je vais préparer mes affaires puis je vais y aller moi. Faut que je redescende, tu restes un peu toi ici? Ouais, j'ai envie de profiter un peu de la cabane et des alentours. Et du beau temps surtout. Ouais. Bon bah Jacob, merci pour tout. Hein. Avec grand plaisir. C'était chouette de vivre cette aventure avec toi. Je suis ravi aussi de finir sur cette cabane qui est très symbolique pour moi et de la faire découvrir cet univers, ça me fait chaud au cœur vraiment. Bon, bah c'est cool et puis moi je suis heureux de voir ce que tu as réalisé et puis que les gens d'ici en prennent soin, mais je suis pas étonné parce que c'est chez eux, ils sont tellement attachés à leur territoire qu'elle a de l'avenir cette cabane. Oh oui. Prends soin de toi. Et je te suis sur les réseaux sociaux alors. Ça marche. Parce que l'ermite youtubeur. Avec grand plaisir. Salut Jacob, à bientôt.
bien voilà, c'est ici que se terminent mes échappées belles dans les Pyrénées et ce que je retiendrai d'abord de ce voyage, ce sont tous les paysages vraiment spectaculaires que j'ai traversés dans ces montagnes que je connaissais très mal. Mention spéciale pour moi pour le pic du Midi au petit matin. Je crois que je n'oublierai jamais ces lumières qui m'ont donné l'impression que j'étais en train de marcher sur la planète Mars. Et puis il y a les gens d'ici, très attachés à leur terroir, très attachés à ces décors époustouflants. Alors évidemment, on ne peut pas tous vivre la même vie que Jacob et ses amis, mais j'espère qu'ils vous auront donné envie de marcher dans la nature ici ou bien près de chez vous et surtout de passer une nuit en bivouac, sous la tente, dans un refuge. Je peux vous garantir que ça reconnecte à l'essentiel, que c'est très agréable et que c'est ce que j'ai ressenti tout au long de ce voyage. Si vous avez envie de reprendre un petit peu de hauteur dans ces belles Pyrénées, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite les amis sur les réseaux sociaux et puis pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!